Quelque chose m'est arrivé. Je ne peux plus en douter. C'est venu à la façon d'une maladie, pas comme une certitude ordinaire, pas comme une évidence. Ça s'est installé sournoisement, peu à peu. Je me suis senti un peu bizarre, un peu gêné, voilà tout. Une fois dans la place, ça n'a plus bougé, c'est resté quoi? Et j'ai pu me persuader que je n'avais rien, que c'était une fausse alerte. Et voilà qu'à présent, cela s'épanouit. Je ne pense pas que le métier d'historien dispose à l'analyse psychologique. Dans notre partie, nous n'avons affaire qu'à des sentiments entiers sur lesquels on met des noms génériques comme ambition, intérêt. Pourtant, si j'avais une ombre de connaissance de moi-même, c'est maintenant qu'il faudrait m'en servir. Dans mes mains, par exemple, il y a quelque chose de neuf, une certaine façon de prendre ma pipe ou ma fourchette. Ou bien c'est la fourchette qui a maintenant une certaine façon de se faire prendre. Je ne sais pas. Tout à l'heure, comme j'allais entrer dans ma chambre, je me suis arrêté net, parce que je sentais dans ma main un objet froid qui retenait mon attention par une sorte de personnalité. J'ai ouvert la main, j'ai regardé, je tenais tout simplement le loquet de la porte. Dans les rues aussi, il y a une quantité de bruits louches qui traînent. Donc il s'est produit un changement pendant ces dernières semaines. Mais où? C'est un changement abstrait qui ne se pose sur rien. Est-ce moi qui ai changé? Si ce n'est pas moi, alors c'est cette chambre, cette ville, cette nature. Il faut choisir. Trois heures. 3 heures, c'est toujours trop tard ou trop tôt pour tout ce qu'on veut faire. Un drôle de moment dans l'après-midi. Aujourd'hui, c'est intolérable. Un soleil froid blanchit la poussière des vitres. Ciel pâle, brouillé de blanc. Les ruisseaux étaient gelés ce matin. Je digère lourdement près du calorifère. Je sais d'avance que la journée est perdue. Je ne ferai rien de bon, sauf peut-être à la nuit tombée. C'est à cause du soleil. Il dort vaguement de sales brumes blanches, suspendues en l'air au-dessus du chantier. Il coule dans ma chambre, tout blond, tout pâle. Il étale sur ma table 4 reflets ternes et faux. Quand il se met à faire ce soleil-là, le mieux serait d'aller se coucher. Seulement j'ai dormi comme une brute la nuit dernière et je n'ai pas sommeil. J'aimais tant le ciel d'hier, un ciel étroit, noir de pluie, qui se poussait contre les vitres comme un visage ridicule et touchant. Ce soleil-ci n'est pas ridicule, bien au contraire. Sur tout ce que j'aime, sur la rouille du chantier, sur les planches pourries de la palissade, il tombe une lumière avare et raisonnable, semblable au regard qu'on jette après une nuit sans sommeil, sur les décisions qu'on a prises d'enthousiasme la veille, sur les pages qu'on a écrites sans rature et d'un seul jet. Les 4 cafés du boulevard Victor Noir, qui rayonnent la nuit côte à côte et qui sont bien plus que des cafés, des aquariums, des vaisseaux, des étoiles ou de grands yeux blancs, ont perdu leur grâce ambiguë.
un jour parfait pour faire un retour sur soi. Ces froides clartés que le soleil projette comme un jugement sans indulgence sur les créatures, elles entrent en moi par les yeux. Je suis éclairé au-dedans par une lumière appauvrissante. Un quart d'heure suffirait, j'en suis sûr, pour que je parvienne au suprême dégoût de moi. Merci beaucoup. Je n'y tiens pas. Je reste assis, bras ballants, ou bien je trace quelques mots sans courage, je bâille, j'attends que la nuit tombe. Quand il fera noir, les objets et moi, nous sortirons des limbes. Je bâille. J'allume la lampe sur la table. Peut-être sa clarté pourra-t-elle combattre celle du jour? Mais non. La lampe fait tout juste autour de son pied une mare pitoyable. J'éteins. Je me lève. Au mur, il y a un trou blanc, la glace. C'est un piège. Je sais que je vais m'y laisser prendre. Ça y est, la chose grise vient d'apparaître dans la glace. Je m'approche et je la regarde. Je ne peux plus m'en aller. C'est le reflet de mon visage. Souvent, dans ces journées perdues, je reste à le contempler. Je n'y comprends rien à ce visage. Ceux des autres ont un sens, pas le mien. Je ne peux même pas décider s'il est beau ou laid. Je pense qu'il est laid parce qu'on me l'a dit, mais cela ne me frappe pas. Au fond, je suis même choqué qu'on puisse lui attribuer des qualités de ce genre, comme si on appelait beau ou laid un morceau de terre ou bien un bloc de rocher. Mon regard descend lentement, avec ennui, sur ce front, sur ses joues. Il ne rencontre rien de ferme. Il s'ensable. Évidemment, il y a là un nez, des yeux, une bouche. Mais tout ça n'a pas de sens, ni même d'expression humaine. Pourtant, Annie, Évelyne, me trouvaient l'air vivant. Il se peut que je sois trop habitué à mon visage. Ma tante Bijoie me disait quand j'étais petit, si tu te regardes trop longtemps dans la glace, tu y verras un singe. J'ai dû me regarder encore plus longtemps. Ce que je vois est bien au-dessous du singe, à la lisière du monde végétal, au niveau des polypes. Sa vie, je ne dis pas non, mais ce n'est pas de cette vie-là qu'Annie pensait. Je vois de légers tressaillements, je vois une chair fade qui s'épanouit et palpite avec abandon. Les yeux surtout, de si près, ils sont si horribles. C'est vitreux, mou, aveugle, bordé de rouge. On dirait des écailles de poisson. Je m'appuie de tout mon poids sur le rebord de faïence. J'approche mon visage de la glace jusqu'à le toucher. Les yeux, le nez et la bouche disparaissent. Il ne reste plus rien d'humain. Des rides brunes de chaque côté du gonflement fièvre des lèvres, des crevasses, des taupinières. Un soyeux duvet blanc court sur les grandes pentes des joues. 2 poils sortent des narines. C'est une carte géologique en relief. Et malgré tout, ce monde lunaire m'est familier.
Je ne peux pas dire que j'en reconnaisse les détails, mais l'ensemble me fait une impression de déjà-vu qui m'engourdit. Je glisse doucement dans le sommeil. Rien de fort, rien de neuf, du doux, du flou, du déjà-vu. Je m'endors les yeux ouverts, déjà le visage grandit dans la glace. C'est un immense halo pâle qui glisse dans la lumière. 5h30. Je venais pour baiser, mais j'avais à peine poussé la porte que Madeleine, la serveuse, m'a crié « La patronne n'est pas là, elle est en ville à faire des courses. » J'ai senti une vive déception au sexe, un long chatouillement désagréable. En même temps, je sentais ma chemise qui frottait contre le bout de mes seins et j'étais entouré, saisi par un lent tourbillon coloré, un tourbillon de brouillard, de lumière dans la fumée, dans les glaces, avec les banquettes qui luisaient au fond. Et je ne voyais ni pourquoi c'était là, ni pourquoi c'était comme ça. J'étais sur le pas de la porte. J'hésitais, et puis un remous se produisit. Une ombre passa au plafond et je me suis senti poussé en avant. Je flottais, j'étais étourdi par les brumes lumineuses qui m'entraient de partout à la fois. Madeleine est venue en flottant, m'ôter mon par-dessus, et j'ai remarqué qu'elle s'était tiré les cheveux en arrière et mis des boucles d'oreilles. Je ne la reconnaissais pas. Alors, la nausée m'a saisi. Je me suis laissé tomber sur la banquette. Je ne savais même plus où j'étais. Je voyais tourner lentement les couleurs autour de moi. J'avais envie de vomir. Et voilà. Depuis, la nausée ne m'a pas quitté. Elle me tient. J'ai payé. Madeleine a enlevé ma soucoupe. Mon verre écrase contre le marbre une flaque de bière jaune où flotte une bulle. La banquette est défoncée à l'endroit où je suis assis et je suis contraint, pour ne pas glisser, d'appuyer fortement mes semelles contre le sol. Il fait froid. À droite, il joue aux cartes sur un tapis de laine. Je ne les ai pas vus en entrant. J'ai senti simplement qu'il y avait un paquet tiède, moitié sur la banquette, moitié sur la table du fond, avec des paires de bras qui s'agitaient. Depuis, Madeleine leur a apporté des cartes, le tapis et des jetons dans une sébile. Ils sont 3 ou 5, je ne sais pas. Je n'ai pas le courage de les regarder. J'ai un ressort de cassé. Je peux mouvoir les yeux, mais pas la tête. La tête est toute molle, élastique. On dirait qu'elle est juste posée sur mon cou. Si je la tourne, je vais la laisser tomber. Tout de même, j'entends un souffle court et je vois de temps en temps du coin de l'œil un éclair rougeau couvert de poils blancs. C'est une main. Quand la patronne fait des courses, c'est son cousin qui la remplace au comptoir. Il s'appelle Adolphe. J'ai commencé à le regarder en m'asseyant et j'ai continué parce que je ne pouvais pas tourner la tête. Il est en bras de chemise avec des bretelles mauves. Il a roulé les manches de sa chemise jusqu'au-dessus du coude. Les bretelles se voient à peine sur la chemise bleue. Elles sont toutes effacées, enfouies dans le bleu, mais c'est de la fausse humilité. En fait, elles ne se laissent pas oublier. Elles m'agacent par leur entêtement de mouton. Comme si, partie pour devenir violette, elles s'étaient arrêtées en route sans s'abandonner leurs prétentions. On a envie de leur dire « Allez-y, devenez violette » et qu'on n'en parle plus. Mais non, elles restent en suspens, butées dans leur effort inachevé. Parfois, le bleu qui les entoure glisse sur elles et les recouvre tout à fait. Je reste un instant sans les voir. Mais ce n'est qu'une vague. Bientôt, le bleu pâlit par places et je vois réapparaître des îlots d'un mauve hésitant qui s'élargissent, se rejoignent et reconstituent les bretelles. Le cousin Adolphe n'a pas d'yeux. Ses paupières gonflées et retroussées s'ouvrent tout juste un peu sur du blanc. Il sourit d'un air endormi, de temps à autre il s'ébroue, jappe et se débat faiblement, comme un chien qui rêve. Sa chemise de coton bleu se détache joyeusement sur un mur chocolat. Ça aussi, ça donne la nausée. Ou plutôt, c'est la nausée. La nausée n'est pas en moi. Je la ressens là-bas,
sur le mur, sur les bretelles, partout autour de moi. Elle ne fait qu'un avec le café. C'est moi qui suis en elle. Silence. Je suis dans la musique. Dans les glaces roulent des globes de feu. Des anneaux de fumée les encerclent et tournent, voilant et dévoilant le dur sourire de la lumière. Mon verre de bière s'est rapetissé, il se tasse sur la table. Il a l'air dense, indispensable. Le visage d'Adolphe est là, posé contre le mur chocolat. Il a l'air tout proche. J'ai vu sa tête. Elle avait l'évidence, la nécessité d'une conclusion. Je presse mes doigts contre le verre. Je regarde Adolphe. Je suis heureux. Un peu plus, j'étais pris au piège de la glace. Je l'évite, mais c'est pour tomber dans le piège de la vitre. Désœuvré, bras ballants, je m'approche de la fenêtre. Le chantier, la palissade, la vieille gare, la palissade, le chantier. Je bâille si fort qu'une larme me vient aux yeux. Mes bras pendent. J'appuie mon front sur le carreau. Cette vieille femme m'agace. Elle trottine avec entêtement, avec des yeux perdus. Parfois, elle s'arrête d'un air apeuré, comme si un invisible danger l'avait frôlée. La voilà sous ma fenêtre. Le vent plaque ses jupes contre ses genoux. Elle s'arrête, elle arrange son fichu. Ses mains tremblent. Elle repart. À présent, je la vois de dos. Vieille cloporte. Je suppose qu'elle va tourner à droite dans le boulevard Noir. Ça lui fait 100 de mètres à parcourir. Du train dont elle va, elle y mettra bien 10 minutes. 10 minutes pendant lesquelles je resterai comme ça,
à la regarder, le front collé contre la vitre. Elle va s'arrêter 20 fois, repartir, s'arrêter. Je vois l'avenir. Il est là, posé dans la rue, à peine plus pâle que le présent. Qu'a-t-il besoin de se réaliser? Qu'est-ce que ça lui donnera de plus? La vieille s'éloigne en clopinant, elle s'arrête, elle tire sur une mèche grise qui s'échappe de son fichu. Elle marche, elle était là, maintenant elle est ici. Je ne sais plus où j'en suis. Est-ce que je vois ces gestes? Est-ce que je les prévois? Je ne distingue plus le présent du futur. Et pourtant ça dure, ça se réalise peu à peu. La vieille avance dans la rue déserte, elle déplace ses gros souliers d'homme, c'est ça le temps tout nu. Ça vient lentement à l'existence, ça se fait attendre, et quand ça vient, on est écœuré, parce qu'on s'aperçoit que c'était déjà là depuis longtemps. La vieille approche du coin de la rue, ce n'est plus qu'un petit tas d'étoffes noires. Eh bien oui, je veux bien, c'est neuf ça. Elle n'était pas là-bas tout à l'heure. Mais c'est du neuf terni, défloré, qui ne peut jamais surprendre. Elle va tourner le coin de la rue. Elle tourne pendant une éternité. Je m'arrache de la fenêtre et parcours la chambre en chancelant. Je m'englue au miroir, je me regarde, je me dégoûte. Encore une éternité. Finalement, j'échappe à mon image et je vais m'abattre sur mon lit. Je regarde le plafond. Je voudrais dormir. Surtout ne pas bouger, ne pas bouger. Ah, ce mouvement d'épaule, je n'ai pas pu le retenir. La chose qui attendait s'est alertée, elle a fondu sur moi, elle se coule en moi. J'en suis plein. Ce n'est rien. La chose, c'est moi. L'existence libérée, dégagée, reflue sur moi. J'existe. J'existe. C'est doux, si lent et léger. On dirait que ça tient en l'air tout seul. Ça remue. Ce sont des effleurements partout qui fondent et s'évanouissent. Tout doux, tout doux. Il y a de l'eau mousseuse dans ma bouche. Je l'avale, elle glisse dans ma gorge, elle me caresse. Et la voilà qui renaît dans ma bouche. J'ai dans la bouche à perpétuité une petite mare d'eau blanchâtre, discrète, qui frôle ma langue. Et cette mare, c'est encore moi. Et la langue, et la gorge, c'est moi. Je vois ma main qui s'épanouit sur la table. Elle vit, c'est moi. Elle s'ouvre. Les doigts se déploient et pointent, elle est sur le dos, elle me montre son ventre gras. Elle a l'air d'une bête à la renverse. Les doigts, ce sont les pattes.
Je m'amuse à les faire remuer très vite, comme les pattes d'un crabe qui est tombé sur le dos. Le crabe est mort. Les pattes se recroquevillent, se ramènent sur le ventre de ma main. Je vois les ongles, la seule chose de moi qui ne vit pas, et encore. Ma main se retourne, s'étale à plat ventre. Elle m'offre à présent son dos. Un dos argenté, un peu brillant, on dirait un poisson. S'il n'y avait pas les poils roux à la naissance des phalanges. Je sens ma main, c'est moi, ces deux bêtes qui s'agitent au bout de mes bras. Ma main gratte une de ses pattes avec l'ongle d'une autre patte. Je sens son poids sur la table qui n'est pas moi. C'est long, long, cette impression de poids, ça ne passe pas. Il n'y a pas de raison pour que ça passe. À la longue, c'est intolérable. Je retire ma main, je la mets dans ma poche, mais je sens tout de suite à travers l'étoffe la chaleur de ma cuisse. Aussitôt, je fais sauter ma main dans ma poche. Je la laisse pendre contre le dossier de la chaise. Maintenant, je sens son poids au bout de mon bras. Elle tire un peu, à peine, mollement, moelleusement. Elle existe. Je n'insiste pas. Où que je la mette, elle continuera d'exister et je continuerai de sentir qu'elle existe. Je ne peux pas la supprimer, ni supprimer le reste de mon corps, la chaleur humide qui salit ma chemise, ni toute cette graisse chaude qui tourne paresseusement comme si on la remuait à la cuillère, ni toutes les sensations qui se promènent là-dedans, qui vont et viennent, remontent de mon flanc à mon aisselle, ou bien qui végètent doucement du matin jusqu'au soir dans leur coin habituel. Je me lève en sursaut. Si seulement je pouvais m'arrêter de penser, ça irait déjà mieux. Les pensées, c'est ce qu'il y a de plus fade encore que de la chair. Ça s'étire à n'en plus finir et ça laisse un drôle de goût. Et puis, il y a les mots, au-dedans des pensées. Les mots inachevés, les ébauches de phrases qui reviennent tout le temps. Il faut que je finisse. J'ex, mort, monsieur de Roll est mort, je ne suis pas, j'ex, ça va, et ça ne finit jamais. C'est pire que le reste, parce que je me sens responsable et complice. Par exemple, cette espèce de rumination douloureuse, j'existe. C'est moi qui l'entretiens. Moi, le corps, ça vit tout seul une fois que ça a commencé, mais la pensée, c'est moi qui la continue, qui la déroute. J'existe. Je pense que j'existe. Oh, le long serpentin, ce sentiment d'exister. Et je le déroule tout doucement. Si je pouvais m'empêcher de penser, j'essaie, je réussis. Il me semble que ma tête s'emplit de fumée. Et voilà que ça recommence, fumer. Ne pas penser. Je ne veux pas penser. Je pense que je ne veux pas penser. Il ne faut pas que je pense que je ne veux pas penser. Parce que c'est encore une pensée, on n'en finira donc jamais. Ma pensée, c'est moi. Voilà pourquoi je ne peux pas m'arrêter. J'existe parce que je pense. Et je ne peux pas m'empêcher de penser. En ce moment même, c'est affreux. Si j'existe, c'est parce que j'ai horreur d'exister. C'est moi qui me tire du néant auquel j'aspire. La haine, le dégoût d'exister, ce sont autant de manières de me faire exister, de m'enfoncer dans l'existence. Les pensées naissent par derrière moi comme un vertige. Je les sens naître derrière ma tête. Si je cède, elles vont venir là devant, entre mes yeux, et je cède toujours. La pensée grossit, et la voilà. L'immense, qui me remplit tout entier et renouvelle mon existence. Ma salive est sucrée, mon corps est tiède, je me sens fade. Mon canif est sur la table, je l'ouvre. Pourquoi pas? De toute façon, ça changerait un peu. Je pose ma main gauche sur le bloc-notes et je m'envoie un bon coup de couteau dans la paume. Le geste était trop nerveux, la lame a glissé, la blessure est superficielle. Ça saigne. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a de changé? Tout de même, je regarde avec satisfaction sur la feuille blanche, en travers des lignes que j'ai tracées tout à l'heure, cette petite mare de sang qui a cessé enfin d'être moi. 4 lignes sur une feuille blanche, une tache de sang. C'est ça qui fait un beau souvenir. Le receveur me barre le chemin. « Attendez l'arrêt !»
Mais je le repousse et je saute hors du tramway, je n'en pouvais plus. Je ne pouvais plus supporter que les choses fussent si proches. Je pousse une grille, j'entre, des existences légères bondissent d'un saut et se perchent sur les cimes. À présent, je me reconnais, je sais où je suis. Je suis au jardin public. Je me laisse tomber sur un banc entre les grands troncs noirs, entre les mains noires et noueuses qui se tendent vers le ciel. Un arbre gratte la terre sous mes pieds d'un ongle noir. Je voudrais tant me laisser aller, m'oublier, dormir. Mais je ne peux pas, je suffoque. L'existence me pénètre de partout, par les yeux, par le nez, par la bouche. Et tout d'un coup, d'un seul coup, le voile se déchire. J'ai compris. J'ai vu. Je ne peux pas dire que je me sente allégé ni content. Au contraire, ça m'écrase. Seulement, mon but est atteint. Je sais ce que je voulais savoir, tout ce qui m'est arrivé depuis le mois de janvier. Je l'ai compris. La nausée ne m'a pas quitté et je ne crois pas qu'elle me quittera de sitôt. Mais je ne la subis plus. Ce n'est plus une maladie ni une quinte passagère. C'est moi. Donc j'étais tout à l'heure au jardin public. La racine du marronnier s'enfonçait dans la terre juste au-dessous de mon banc. Je ne me rappelais plus que c'était une racine. Les mots s'étaient évanouis. Et avec eux, la signification des choses, leur mode d'emploi, les faibles repères que les hommes ont tracés à leur surface. J'étais assis, un peu voûté, la tête basse, seul en face de cette masse noire et noueuse, entièrement brute, et qui me faisait peur. Et puis, j'ai eu cette illumination. Ça m'a coupé le souffle. Jamais, avant ces derniers jours, je n'avais pressenti ce que voulait dire exister. J'étais comme les autres, comme ceux qui se promènent au bord de la mer dans leurs habits de printemps. Je disais comme eux, la mer est verte. Ce point blanc là-haut, c'est une mouette. Mais je ne sentais pas que ça existait, que la mouette était une mouette existante. À l'ordinaire, l'existence se cache. Elle est là, autour de nous, en nous. Elle est nous. On ne peut pas dire deux mots sans parler d'elle, et finalement, on ne la touche pas. Quand je croyais y penser, il faut croire que je ne pensais rien, j'avais la tête vide, ou tout juste un mot dans la tête, le mot « être ». Ou alors je pensais, je pensais l'appartenance. Je me disais que la mer appartenait à la classe des objets verts, ou que le vert faisait partie des qualités de la mer. Même quand je regardais les choses, j'étais à 100 lieues de songer qu'elles existaient. Elles m'apparaissaient comme un décor. Je les prenais dans mes mains, elles me servaient d'outils, je prévoyais leur résistance, mais tout se passait à la surface. Si l'on m'avait demandé ce que c'était que l'existence, j'aurais répondu de bonne foi que ça n'était rien, tout juste une forme vide qui venait s'ajouter aux choses du dehors, sans rien changer à leur nature. Et puis voilà, tout d'un coup, c'était là. C'était clair comme le jour. L'existence s'était soudain dévoilée. Elle avait perdu son allure inoffensive de catégorie abstraite. C'était la pâte même des choses. Cette racine était pétrie dans de l'existence. Ou plutôt, la racine, les grilles du jardin, le banc, le gazon rare de la pelouse, tout ça s'était évanoui. La diversité des choses, leur individualité, n'était qu'une apparence, un vernis. Ce vernis avait fondu, il restait des masses monstrueuses et molles, en désordre, nues, d'une effrayante et obscène nudité. Je me gardais de faire le moindre mouvement, mais je n'avais pas besoin de bouger pour voir, derrière les arbres, les colonnes bleues et le lampadaire du kiosque à musique, et la Véleda, au milieu d'un massif de lauriers. Tous ces objets, comment dire, ils m'incommodaient. J'aurais souhaité qu'ils existassent moins fort, d'une façon plus sèche, plus abstraite, avec plus de retenue. Le marronnier se pressait contre mes yeux. Une rouille verte le couvrait jusqu'à mi-hauteur. L'écorce, noire et boursouflée, semblait de cuir bouilli. Le petit bruit d'eau de la fontaine masquerait, se coulait dans mes oreilles et s'y faisait un nid, les emplissait de soupirs. Mes narines débordaient d'une odeur verte et putride. Toute chose doucement, tendrement, se laissait aller à l'existence. Comme ces femmes lasses qui s'abandonnent au rire et disent « c'est bon de rire » d'une voix mouillée.
elles s'étalaient les unes en face des autres, elles se faisaient l'abjecte confidence de leur existence. Je compris qu'il n'y avait pas de milieu entre l'inexistence et cette abondance pâmée. Si l'on existait, il fallait exister jusque-là, jusqu'à la moisissure, à la boursouflure, à l'obscénité. Dans un autre monde, les cercles, les airs de musique gardent leur ligne pure et rigide, mais l'existence est un fléchissement. Des arbres, des piliers bleus de nuit, le râle heureux d'une fontaine, des odeurs vivantes, de petits brouillards de chaleur qui flottaient dans l'air froid, un homme roux qui digérait sur un banc. Toutes ces somnolences, toutes ces digestions prises ensemble offraient un aspect vaguement comique. Comique, non. Ça n'allait pas jusque-là. Rien de ce qui existe ne peut être comique. C'était comme une analogie flottante, presque insaisissable, avec certaines situations de vaudeville. Nous étions un tas d'existants gênés, embarrassés de nous-mêmes. Nous n'avions pas la moindre raison d'être là, ni les uns ni les autres. Chaque existant, confus, vaguement inquiet, se sentait de trop par rapport aux autres. De trop. C'était le seul rapport que je puisse établir entre ces arbres, ces grilles, ces cailloux. En vain cherchais-je à compter les marronniers, à les situer par rapport à la Véleda, à comparer leur hauteur avec celle des platanes. Chacun d'eux s'échappait des relations où je cherchais à l'enfermer, s'isolait, débordait. Ces relations que je m'obstinais à maintenir pour retarder l'écroulement du monde humain, des mesures, des quantités, des directions, j'en sentais l'arbitraire. Elles ne mordaient plus sur les choses. De trop le marronnier, là en face de moi, un peu sur la gauche. De trop la Véleda. Et moi... veulent, alangui, obscène, digérant, ballottant de mornes pensées. Moi aussi, j'étais de trop. Heureusement, je ne le sentais pas, je le comprenais surtout. Mais j'étais mal à l'aise parce que j'avais peur de le sentir. Encore à présent, j'en ai peur. J'ai peur que ça ne me prenne par le derrière de ma tête et que ça ne me soulève comme une lame de fond. Je rêvais vaguement de me supprimer pour anéantir au moins une de ces existences superflues, mais ma mort même eût été de trop. De trop mon cadavre, mon sang sur ces cailloux, entre ces plantes, au fond de ce jardin souriant, et la chair rongée eût été de trop dans la terre qui l'eût reçue, et mes os, enfin nettoyés, écorcés, propres et nets comme des dents, eussent encore été de trop. J'étais de trop pour l'éternité. J'ai peur des villes. Mais il ne faut pas en sortir. Si on s'aventure trop loin, on rencontre le cercle de la végétation. La végétation a rampé pendant des kilomètres vers les villes. Elle attend. Quand la ville sera morte, la végétation l'envahira, elle grimpera sur les pierres, elle les enserrera, les fouillera, les fera éclater de ses longues pinces noires. Elle aveuglera les trous et laissera pendre partout des pattes vertes. Il faut rester dans les villes tant qu'elles sont vivantes. Il ne faut pas pénétrer seul sous cette grande chevelure qui est à leur porte. Il faut la laisser onduler et craquer sans témoin. Dans les villes, si l'on sait s'arranger, choisir les heures où les bêtes digèrent ou dorment, dans leurs trous, derrière des amoncellements de détritus organiques, on ne rencontre guère que des minéraux, les moins effrayants des existants. Mais s'il arrivait quelque chose, si tout d'un coup elle se mettait à palpiter, alors ils s'apercevraient qu'elle est là, et il leur semblerait que leur cœur va craquer. Alors de quoi leur serviraient leurs digues et leurs remparts et leurs centrales électriques et leurs hauts fourneaux et leurs marteaux-pilons? Cela peut arriver n'importe quand, tout de suite peut-être. Les présages sont là.
Par exemple, un père de famille en promenade verra venir à lui, à travers la rue, un chiffon rouge, comme poussé par le vent. Et quand le chiffon sera tout près de lui, il verra que c'est un quartier de viande pourrie, maculé de poussière, qui se traîne en rampant, en sautillant, un bout de chair torturée qui se roule dans les ruisseaux en projetant par spasme des jets de sang. Ou bien, une mère regardera la joue de son enfant et lui demandera « Qu'est-ce que tu as là, c'est un bouton ?» Et elle verra la chair se bouffir un peu, se crevasser, s'entr'ouvrir. Et au fond de la crevasse, un troisième œil, un œil rieur apparaîtra. Ou bien ils sentiront de doux frôlements sur tout leur corps, comme les caresses que les joncs dans les rivières font aux nageurs. Et ils sauront que leurs vêtements sont devenus des choses vivantes. Et un autre trouvera qu'il y a quelque chose qui le gratte dans la bouche et il s'approchera d'une glace, ouvrira la bouche et sa langue sera devenue un énorme mille-pattes tout vif qui tricotera des pattes et lui raclera le palais. Il voudra le cracher, mais le mille-pattes, ce sera une partie de lui-même et il faudra qu'il l'arrache avec ses mains. Et des foules de choses apparaîtront pour lesquelles il faudra trouver des noms nouveaux. L'œil de pierre, le grand bras tricorne, l'orteil béquille, l'araignée mâchoire. Et celui qui se sera endormi dans son bon lit, dans sa douce chambre chaude, se réveillera tout nu sur un sol bleuâtre, dans une forêt de verges bruissantes, dressées rouges et blanches vers le ciel, comme les cheminées de Jouxtebouville, avec de grosses couilles à demi sorties de terre, velues et bulbeuses comme des oignons. Et des oiseaux voletteront autour de ces verges et les picoreront de leur bec et les feront saigner. Du sperme coulera lentement, doucement de ces blessures, du sperme mêlé de sang, vitreux et tiède, avec de petites bulles. Ou alors, rien de tout cela n'arrivera. Il ne se produira aucun changement appréciable. Mais les gens, un matin, en ouvrant leurs persiennes, seront surpris par une espèce de sens affreux, lourdement posé sur les choses, et qui aura l'air d'attendre. Rien que cela. Mais pour peu que cela dure quelque temps, il y aura des suicides par centaines. Eh bien oui, que cela change un peu pour voir, je ne demande pas mieux. On en verra d'autres alors, plongés brusquement dans la solitude. Des hommes tout seuls, entièrement seuls, avec d'horribles monstruosités. Ils courront par les rues, passeront lourdement devant moi les yeux fixes, fuyant leurs mots et les emportant avec soi, la bouche ouverte, avec leur langue insecte qui battra des ailes. Alors j'éclaterai de rire, même si mon corps est couvert de sales croûtes louches qui s'épanouissent en fleurs de chair, en violettes, en renoncules. Je m'adresserai à un mur et je leur crierai au passage « Qu'avez-vous fait de votre science? Qu'avez-vous fait de votre humanisme? Où est votre dignité de roseau pensant ?» Je n'aurai pas peur, ou du moins pas plus qu'en ce moment. Est-ce que ce ne sera pas toujours de l'existence? Des variations sur l'existence? Tous ces yeux qui mangeront lentement un visage, ils seront de trop sans doute, mais pas plus que les deux premiers. C'est de l'existence que j'ai peur. Ça commence. Dire qu'il y a des imbéciles pour puiser des consolations dans les beaux-arts. Comme ma tante Bijoy, les préludes de Chopin m'ont été d'un tel secours à la mort de ton pauvre oncle. Et les salles de concert regorgent d'humiliés, d'offensés, qui, les yeux clos, cherchent à transformer leur pâle visage en antenne réceptrice. Ils se figurent que les sons captés coulent en eux, doux et nourrissants, et que leurs souffrances deviennent musique, comme celle du jeune Werther. Ils croient que la beauté leur est compatissante. Les cons. Tout à l'heure, j'étais certainement très loin de nager dans la béatitude. À la surface, je faisais mes comptes mécaniquement. Au-dessous stagnaient toutes ces pensées désagréables qui ont pris la forme d'interrogations informulées, d'étonnements muets, et qui ne me quittent plus ni jour ni nuit. Des pensées sur Annie, sur ma vie gâchée. Et puis encore au-dessous, la nausée, timide comme une aurore. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas de musique, j'étais morose et tranquille.
Tous les objets qui m'entouraient étaient faits de la même matière que moi, d'une espèce de souffrance moche. Le monde était si laid, hors de moi, si laid, ces verres sales sur les tables, et les taches brunes sur la glace, et le tablier de Madeleine, et l'air aimable du gros amoureux de la patronne, si laide l'existence même du monde, que je me sentais à l'aise, en famille. À présent, il y a ce chant de saxophone. Et j'ai honte. Une glorieuse petite souffrance vient de naître, une souffrance modèle. 4 notes de saxophone. Elles vont et viennent, elles ont l'air de dire « Il faut faire comme nous, souffrir en mesure ». Eh bien oui. Naturellement, je voudrais bien souffrir de cette façon-là, en mesure, sans complaisance, sans pitié pour moi-même, avec une aride pureté. Mais est-ce que c'est ma faute si la bière est tiède au fond de mon verre, s'il y a des taches brunes sur la glace, si je suis de trop, si la plus sincère de mes souffrances, la plus sèche, se traîne et s'appesantit avec trop de chair et la peau trop large à la fois, comme l'éléphant de mer avec de gros yeux humides et touchants mais si vilains? Non, on ne peut certainement pas dire qu'elle soit compatissante, cette petite douleur de diamant qui tourne en rond au-dessus du disque et m'éblouit. Même pas ironique, elle tourne allègrement, tout occupée d'elle-même. Elle a tranché comme une faux la fade intimité du monde. Et maintenant, elle tourne, et nous tous, Madeleine, le gros homme, la patronne, moi-même, et les tables, les banquettes, la glace tachée, les verres, nous tous qui nous abandonnions à l'existence, parce que nous étions entre nous, rien qu'entre nous, elle nous a surpris dans le débraillé, dans le laisser-aller quotidien. J'ai honte pour moi-même et pour ce qui existe devant elle. Elle n'existe pas. C'en est même agaçant. Si je me levais, si j'arrachais ce disque du plateau qui le supporte et si je le cassais en deux, je ne l'atteindrais pas, elle. Elle est au-delà, toujours au-delà de quelque chose, d'une voix, d'une note de violon. À travers des épaisseurs et des épaisseurs d'existence, elle se dévoile mince et ferme, et quand on veut la saisir, on ne rencontre que des existants. On bute sur des existants dépourvus de sens. Elle est derrière eux. Je ne l'entends même pas. J'entends des sons, des vibrations, de l'air qui la dévoile. Elle n'existe pas puisqu'elle n'a rien de trop. C'est tout le reste qui est de trop par rapport à elle. Elle est. Et moi aussi j'ai voulu être. Je n'ai même voulu que cela. Voilà le fin mot de l'histoire. Je vois clair dans l'apparent désordre de ma vie. Au fond, de toutes ces tentatives qui semblaient sans lien, je retrouve le même désir. Chasser l'existence hors de moi, vider les instants de leur graisse, les tordre, les assécher, me purifier, me durcir, pour rendre enfin le son net et précis d'une note de saxophone. Ça pourrait même faire un apologue. Il y avait un pauvre type qui s'était trompé de monde, il existait comme les autres gens dans le monde des jardins publics, des bistrots, des villes commerçantes, et il voulait se persuader qu'il vivait ailleurs, derrière la toile des tableaux, avec les doges du Tintoret, avec les graves florentins de Gozzoli, derrière les pages des livres, avec Fabrice Del Dongo et Julien Sorel, derrière les disques de photos, avec les longues plaintes sèches des jazz. Et puis, après avoir bien fait l'imbécile, il a compris, il a ouvert les yeux, il a vu qu'il y avait mal donne. Il était dans un bistrot, justement, devant un verre de bière tiède. Il est resté accablé sur la banquette, il a pensé « je suis un imbécile ». Et à ce moment précis, de l'autre côté de l'existence, dans cet autre monde qu'on peut voir de loin mais sans jamais l'approcher, une petite mélodie s'est mise à danser, à chanter. C'est comme moi qu'il faut être, il faut souffrir en mesure. La voix chante « Some of these days, you'll miss me, honey ». On a dû rayer le disque à cet endroit-là parce que ça fait un drôle de bruit. Et il y a quelque chose qui serre le cœur, c'est que la mélodie n'est absolument pas touchée par ce petit toussotement de l'aiguille sur le disque. Elle est si loin derrière. Ça aussi je le comprends. Le disque se raye et s'use, la chanteuse est peut-être morte, moi je vais m'en aller, je vais prendre mon train. Mais derrière l'existant qui tombe d'un présent à l'autre, sans passé, sans avenir, derrière ces sons qui, de jour en jour, se décomposent, s'éraillent et glissent vers la mort, la mélodie
reste la même, jeune et ferme, comme un témoin sans pitié. La voix s'est tue, le disque racle un peu, puis s'arrête. Délivré d'un songe importun, le café rumine, remâche le plaisir d'exister. La patronne a le sang au visage, elle donne des gifles sur les grosses joues blanches de son nouvel ami, mais sans parvenir à les colorer, des joues de mort. Moi, je croupis, je m'endors à moitié. Ça s'est passé comme ça. Comme ça ou autrement, mais peu importe. C'est comme ça qu'elle est née. C'est le corps usé de ce juif aux sourcils de charbon qu'elle a choisi pour naître. Il tenait mollement son crayon, et des gouttes de sueur tombaient de ses doigts bagués sur le papier. Et pourquoi pas moi? Pourquoi fallait-il précisément ce gros veau plein de sale bière et d'alcool pour que ce miracle s'accomplisse? Madeleine, est-ce que vous voulez remettre le disque? Juste une fois, avant que je ne parte. Madeleine se met à rire, elle tourne la manivelle, et voilà que ça recommence. Mais je ne pense plus à moi. Je pense à ce type de là-bas qui a composé cet air un jour de juillet, dans la chaleur noire de sa chambre. J'essaie de penser à lui à travers la mélodie, à travers les sons blancs et acidulés du saxophone. Il a fait ça. Il avait des ennuis, tout n'allait pas pour lui comme il aurait fallu, des notes à payer, et puis il devait bien y avoir quelque part une femme qui ne pensait pas à lui de la façon qu'il aurait souhaité. Et puis il y avait cette terrible vague de chaleur qui transformait les hommes en mares de graisse fondante. Tout ça n'a rien de bien joli ni de bien glorieux, mais quand j'entends la chanson, et que je pense que c'est ce type-là qui l'a faite, je trouve sa souffrance et sa transpiration émouvantes. Il a eu de la veine. Il n'a pas dû s'en rendre compte d'ailleurs. Il a dû penser, avec un peu de veine, ce truc-là me rapportera bien $50. Eh bien, c'est la première fois depuis des années qu'un homme me paraît émouvant. Je voudrais savoir quelque chose sur ce type. Ça m'intéresserait d'apprendre le genre d'ennui qu'il avait, s'il avait une femme ou s'il vivait seul. Pas du tout par humanisme, au contraire. Mais parce qu'il a fait ça. Je n'ai pas envie de le connaître, d'ailleurs il est peut-être mort. Juste d'obtenir quelques renseignements sur lui et de pouvoir penser à lui de temps en temps en écoutant ce disque. Voilà. Je suppose que ça ne lui ferait ni chaud ni froid à ce type si on lui disait qu'il y a dans la 7e ville de France, aux abords de la gare, quelqu'un qui pense à lui. Mais moi, je serais heureux si j'étais à sa place. Je l'envie. Il faut que je parte. Je me lève. Mais je reste un instant hésitant, je voudrais entendre chanter la négresse, pour la dernière fois. Some of these days, you'll miss me, honey. Two sweethearts in a country town, the neighbors say, lived happily the whole day long. Until one day he told her he must go away. She wondered then what could be wrong. He said, you know it's true, I love you best of all, and yet it's best that we should part. Just as he went away, they heard his girlie say, though it most broke her heart, some of these days you'll miss me, honey. Some of these days you're gonna feel so lonely. You'll miss my hugging. You'll miss my kissing. You'll miss me, honey. When you go away, I feel so lonely. Just for you only, for you know, honey, I let you have your way. And when you leave me, you know it will grieve me. I'll miss my little daddy. Yes, some of these days, some of these days, you'll miss me, honey. Some of these days, you'll feel so lonely. You'll miss my hugging.
You'll miss my kissing. You'll miss me, honey, honey, when you go away. I'm gonna feel so lonely just for you only. Oh, you know, honey, I'll let you have your way. And when you leave me, you know it will grieve me. But you're gonna miss your little brown skin mama. Yes, some of these days.